Notre troisième orateur s'appelle Greg Hansen. Soyez le bienvenu. Vous venez de l'autre côté de l'océan. Vous travaillez à l'Institut des ressources. Vous êtes co-auteur de rapport intitulé Créer un avenir durable. Et bien sûr, l'eau et l'énergie en jouent un grand rôle. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité pour m'exprimer devant vous. Je m'appelle Greg Hansen, je suis vice-président de l'Institut des ressources mondiales sur l'aliment, la forêt, l'eau et l'océan. Je suis ici pour ajouter un peu de contexte à cette discussion. Je pense que nous avons déjà planté le décor pour cette session. Toutes les interactions lorsqu'on parle d'un avenir avec l'alimentation durable. Et c'est sur cela que je voudrais commencer. Il y a 6 mois, notre institut, la Banque mondiale, l'UNEP et deux agences de recherche françaises, ERA et CIRAD, ont publié un rapport « Créer un avenir durable pour l'alimentaire ». Vous voyez à l'écran, comment est-ce que le monde peut nourrir 10 milliards de personnes d'ici 2050 pour faire avancer le développement économique, mais en réduisant la pression du système alimentaire sur l'environnement en matière d'eau, climat et écosystème. Voici les interactions dont nous parlons aujourd'hui et nous pensons que c'est une des questions cruciales pour les 40 ans à venir. Si l'humanité répond à cette question, nous aurons réussi à juguler ce problème des interactions. Mais sinon, il y aura plus d'endroits où les personnes manquent d'alimentation, plus d'écosystèmes dégradés, plus de manque d'eau, plus de changements climatiques et plus de risques de conflits. Mais nous n'avons pas travaillé seuls. Ici à l'écran, vous voyez nos partenaires. Et en 2 semaines, si vous êtes à Washington, D.C., nous allons lancer l'analyse technique qui sous-tend ce rapport que j'ai mentionné. Alors, je vais arriver aux interactions dans une minute, mais voilà d'abord comment nous pouvons débuter la discussion. Il y a 3 grands écarts pour avoir un avenir durable. Tout d'abord, il y a l'écart alimentaire, la quantité de nourriture produite aujourd'hui et la quantité dont nous avons besoin. Et les demandes en nourriture d'ici 2050. Nous estimons une hausse de 50% dans la demande d'alimentation. Et comme les orateurs l'ont dit, nous avons aussi un changement de régime alimentaire lors du développement des pays. L'eau, la terre est beaucoup plus sollicitée. L'autre écart est l'écart de terre. Nous avons aussi parlé de l'intensification, l'extensification. Les modèles actuels nous montrent que si nous continuons avec le statu quo, les rendements actuels, nous aurons besoin de 600 millions d'hectares de terres supplémentaires pour devenir terres arables. Et cela veut dire que les forêts doivent être détruites. 2 tiers sont utilisés pour l'élevage. Mais dans l'accord de Paris et les modèles du GIEC, nous savons que nous devons arrêter à utiliser tant de terres si nous voulons atteindre l'accord de Paris. Sinon, nous allons augmenter les émissions de gaz à effet de serre et nous aurons de plus en plus d'impact sur la biodiversité. Il y a le GIEC qui a sonné l'alarme il n'y a pas longtemps sur cela. Donc, comment est-ce que nous pouvons nourrir la planète sans utiliser trop de terre? Et ensuite, nous avons l'écart en émissions de gaz à effet de serre. Le changement de l'utilisation des terres
concerne 25% des émissions de gaz à effet de serre anthropiques. Nous voyons également comment ces émissions ont augmenté. Si nous voulons limiter la hausse de la température à moins de 2 degrés, nous devons faire baisser les émissions en dessous de 4 et cela est presque un écart de 11 gigatonnes. Et nous pensons qu'il existe une solution. Ce que nous avons identifié dans notre rapport est la carte pour un avenir durable. Des mesures pour réduire les pertes alimentaires, comme cela a déjà mentionné tout à l'heure, le changement de régime. Le rapport également met l'accent sur cela. Nous devons augmenter les rendements d'une manière durable, comme M. Connolly l'a déjà dit. Augmenter les rendements et augmenter les rendements agricoles, mais aussi d'élevage. Comment produire plus de viande et de lait par hectare? Et bien sûr, la question des gaz à effet de serre. Bien sûr, les vaches continuent à émettre du méthane. Le riz, la production de riz, comment est-ce que nous réduisons ces émissions? Les produits chimiques utilisés, comment est-ce que nous pouvons utiliser ces produits de manière plus durable? Et cela est traité dans cette carte pour un avenir durable. Ici, nous parlons de plusieurs questions sur la terre, l'eau et l'énergie. Et nous devons répondre à ces questions si nous voulons réaliser notre vision pour 2020. Ce graphique semble simple, mais c'est fort difficile. Nous avons besoin d'intervention du secteur public, privé, les agriculteurs, les consommateurs. Tout le monde va jouer un rôle. D'abord, nous avons l'interaction alimentaire. Donc là, le monde est en train dans une course pour la terre. Si nous ne changeons pas la donne, il y aura une 56% d'augmentation de demande. Vous avez 68 pour le produit laitier, plus pour le bœuf, donc une hausse de 200 millions d'hectares pour les terres agricoles, 400 pour l'élevage, mais en même temps, il y a une demande qui augmente pour le bois. Nous avons plus de zones urbaines également. Nous avons la croissance urbaine qui souvent se passe sur des terres arables dans les pays du Sud. Alors que les villes augmentent, nous mettons davantage de pression sur les terres agricoles. Il y a vraiment une course pour la terre qui existe dans le monde. Deuxièmement, l'orateur précédent a déjà parlé de cette interaction entre l'aliment et l'eau. Nous avons 70% de l'eau utilisée. Beaucoup d'eau est déjà utilisée dans les zones sous forte pression hydrique. 28% des terres arables se trouvent dans les zones sous beaucoup de stress. Les zones irriguées, nous avons seulement 26%. Et ce sont également dans les zones fort stress hydrique. Voilà donc ce lien entre les produits alimentaires et l'eau dont on a déjà fait référence. Il y a aussi les interactions entre l'alimentaire et l'énergie. Vous savez, les gaz à effet de serre d'ici 2010, 48 gigatonnes, 30% proviennent de l'agriculture et 11% du changement des terres. Mais ce pourcentage de produits agriculteurs concerne l'énergie utilisée, l'émission de l'énergie utilisée pour la production alimentaire, que ce soit les tracteurs ou d'autres
tout simplement. Voici aussi un problème auquel il faut répondre, bien sûr, tenant compte du changement climatique. Il y a aussi les interactions entre la terre et l'énergie. On a parlé de biocarburants, bioénergie. Nous travaillons avec nos partenaires de recherche pour savoir combien de biomasse il serait nécessaire pour produire de l'énergie. Nous avons regardé les données de 2000, toutes les récoltes, les herbes, tout ce qui est utilisé pour produire les maisons. Si on considère la quantité d'énergie, la chaleur, le transport, même avec les meilleures efficacités, nous avons seulement 20% de l'usage en énergie qui sera couvert d'ici 2030. Et la biomasse est utilisée pour plein d'autres choses, maximum 20% en 2050. Nous avons toujours besoin d'élevage, nous avons toujours besoin de bois, plein d'autres choses dont nous avons besoin. Donc, combien de terre faudra-t-il pour créer ces ressources? Voilà pourquoi nous devons revoir comment nous pouvons être très intelligents pour produire la biomasse pour l'énergie. Sinon, nous allons simplement augmenter la demande déjà et la pression déjà sur les ressources existantes. Nous travaillons aussi sur les interactions entre l'eau et l'énergie, l'eau fraîche, qui est dans une large mesure utilisée pour produire de l'énergie. Et donc, c'est là des systèmes nucléaires qui utilisent l'eau. Il y a également le système hydraulique, c'est la conversion de l'eau en l'énergie. Nous voyons de plus en plus des situations où le manque d'eau a un impact sur la création d'énergie. Par exemple, aux États-Unis, au Kenya, à l'Inde, où le manque d'eau, donc la réduction des stocks d'eau occasionne la fermeture des stations électriques. Maintenant, là, on voit clairement le lien entre l'énergie et l'eau. Par exemple, pour l'Inde, dans une période, nous avons calculé la génération d'électricité et combien a dû être et a été perdu en raison d'un manque d'eau pour la production. Et donc, nous avons vu la quantité d'énergie nécessaire la quantité d'énergie nécessaire pour alimenter le Sri Lanka pendant 4 ans a été perdue en Inde et donc, en raison d'un manque d'eau. La sécurité de l'eau ou aussi le manque de sécurité de l'eau est responsable. Mais dans certains cas, le lieu où vous êtes installé est influencé par les sources d'eau disponibles. Et donc, il faut prendre en compte les conséquences sur l'eau, car il pourrait y avoir davantage de fermetures qui occasionnent des pertes économiques. Nous mettons également en exergue ces questions d'interaction. Là, au Forum économique mondial, nous en parlons. Regardez, coin supérieur droit. Il y a ce qui est fort probable, les gros impacts, et ça, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Donc là, vous n'êtes pas vraiment... Vous y êtes, en fait. Les PDG du monde en parlent. La sécurité alimentaire, la gestion de l'eau, de la terre, etc. Et enfin, j'ai beaucoup parlé du contexte et du fait qu'il fallait faire le bilan. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous réfléchissons justement à l'avenir pour être mieux préparés aux événements et pour prévenir les conflits qui peuvent survenir quand il y a des problèmes justement d'interaction entre les ressources naturelles.
Et nous essayons de vraiment mettre en place des systèmes d'alerte précoce pour prévenir les conflits qui surviennent en raison de manque de certaines ressources, comme l'eau. Alors là, il s'agit d'un système d'alerte précoce. Celui-ci se concentre principalement sur l'eau, mais il y a d'autres facteurs qui sont pris en compte. Mais ce que nous faisons, c'est par exemple des études. Et là, nous y travaillons toujours avec des moyens tels que l'intelligence artificielle, et nous utilisons les mégadonnées sur les précipitations, la production des cultures, les mouvements de population, les questions sociales, le niveau de tensions religieuses ou ethniques, les mouvements démographiques. Nous analysons également toutes les données que nous avons et nous tentons de déceler dans quelle mesure nous pouvons prévenir la survenue d'un conflit qui est axé sur les ressources naturelles. Nous l'avons fait au Mali et nous avions un taux de 85% d'exactitude. Ce qui nous manque, c'est les faux négatifs. Cela veut dire que nous n'avons pas trouvé des choses qui avaient vraiment eu lieu, mais nous avons réussi à prédire des choses qui ont eu lieu. Donc nous y travaillons toujours, nous aimerions arriver à 95% d'exactitude, nous continuons d'y travailler, nous nous y attelons et nous utilisons l'intelligence artificielle, nous utilisons toutes les données, et ce qui est unique dans cela, c'est que nous prévoyons donc les conflits ce n'est pas à 5 ans, non, c'est dans les 12 mois et dans les petits districts, les petits comtés. Et donc vraiment là, nous sommes vraiment assez précis. Et donc pour une période de 12 ans, nous pensons que cela est prometteur pour l'avenir. Nous pensons qu'il y a un véritable avenir pour l'intelligence artificielle. Nous n'en avons pas peur, nous pensons que nous pouvons l'exploiter, et l'objectif est de vraiment avoir suffisamment de données, bonne résolution pour fournir les données qui permettront de mettre en place les systèmes d'alerte précoce pour prévenir les conflits relatifs aux interactions entre les ressources énergétiques. Merci infiniment. Merci Craig de nous avoir donné cet aperçu. Les choses ne sont pas toujours roses, mais vous nous avez donné plusieurs options, technologiques notamment, et les différentes voies à exploiter pour nous attaquer à ces défis. Je présume que c'est là l'une des questions que nous devons prendre en compte. Alors, vos options étaient en filigrane, mais voilà, nous avons bien compris.